Les réformes initiées par le gouvernement congolais au profit de la Direction générale de douane et accises ont été saluées par les partenaires de la République démocratique du Congo, dont la Banque mondiale. Une délégation de l'unité Doing Business de cette institution du Bretton Woods s'est imprégnée des différentes réformes techniques et législatives engagées au niveau de la DGDA pour les intégrer dans le prochain classement Doing Business. La lutte contre la corruption, c'est le cheval de bataille de l'OCEP. Des nouvelles initiatives ont été dévoilées lors de la journée africaine de la fonction publique. Le modèle du président nigérian Buhari pour la lutte contre la corruption a été salué. Les détails dans cette édition de Fiscalité et Développement. Améliorer qualitativement la contribution des organisations de la société civile dans le processus d'élaboration du budget par des recommandations pertinentes et appropriées, c'est l'un des objectifs de l'atelier préparatoire de la société civile au séminaire d'orientation budgétaire et aux conférences budgétaires 2019, atelier organisé du 18 au 20 juin par le COREF à travers le projet Profit Congo à Pullman Hotel. Les développements de ces titres et bien d'autres dans Fiscalité et Développement dans une présentation de Didi Mavambunombo, l'OPP. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci de nous recevoir dans vos salons pour suivre cette énième édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe de finances publiques en RDC. Des enquêteurs de l'unité Doing Business de la Banque mondiale sont au pays pour prélever les principaux indicateurs en vue de l'élaboration du prochain classement Doing Business. Ces enquêteurs ont été mardi 19 juin 2018 à la Direction générale des douanes et accises pour s'enquérir de réformes initiées par la douane congolaise dans le domaine du commerce transfrontalier. Les délégués de cette institution de Bretton Woods se disent satisfaits des avancées significatives réalisées par la DGDA. Plus de détails dans ce reportage de Michel Wangilo Kwangiwa sur les images de Fanfan Makitou Doma. Jean-Baptiste Kongolo Kabila, directeur général adjoint des douanes et accises, reçoit les civilités de la délégation de la Banque mondiale conduite par les chargés d'analyse et des opérations au sein de l'unité Doing Business, Eric Chang. Ensuite, les experts de la DGDA et les enquêteurs de Doing Business se retrouvent dans une matinée d'échange et de sensibilisation sur les réformes entreprises par la douane congolaise dans le secteur du commerce transfrontalier. Le directeur des réformes et modernisation de la DGDA, Yoram Issiba, a indiqué que la douane congolaise a fait beaucoup de progrès dans les réformes juridiques et techniques, notamment avec les codes douaniers et l'informatisation des déclarations. Nous sommes vraiment au diapason d'autres douanes du monde quant à ce qui est des réformes juridiques. Nous utilisons les textes les mieux adaptés pour accorder toutes les facilitations possibles aux opérateurs économiques. Dans un pays comme le nôtre, nous pouvons avoir initié des réformes en faveur des opérateurs économiques. Mais si les opérateurs économiques résistent vis-à-vis des réformes, si les opérateurs économiques ne veulent pas capitaliser les réformes pour leur intérêt, qu'est-ce que la douane peut faire? La Banque mondiale. Qu'est-ce que la douane peut faire? On vous donne la faculté de déclarer avant l'arrivée des marchandises. Dans cette hypothèse, qu'est-ce qui peut arriver? Si une marchandise n'a pas de problème, prenons une marchandise homogène avec tous les papiers possibles, et quelqu'un qui a l'intention d'utiliser les dispositions favorables du code. Cette marchandise peut sortir des installations de douane en moins de 2 heures. Par après, les enquêteurs de Doing Business ont posé toutes les questions possibles sur les facilités qu'offre la douane congolaise en rapport avec l'indicateur commerce transfrontalier de la Banque mondiale. Au regard des renseignements fournis, les experts de cette institution de Bretton Woods se disent satisfaits des résultats dus aux réformes initiées par la douane de la RDC. Nous sommes venus pour une visite à l'invitation du gouvernement pour vérifier des aspects spécifiques sur le climat des affaires, donc la facilité de faire des affaires, des activités des sociétés congolaises. C'est pour les rapports Doing Business, c'est un rapport de la Banque mondiale qui mesure le climat des affaires dans le monde, y compris en RDC. C'était très bien d'avoir rencontré des informations et très bien d'avoir leur coopération aussi. Et nous espérons pouvoir bien sûr mesurer toutes ces réformes et être en contact avec eux. L'équipe de Doing Business en mission au pays récolte également
des données dans d'autres administrations concernées directement par les principaux indicateurs de la Banque mondiale en vue du prochain classement de Doing Business. Et puis la 5e édition de la semaine française a eu lieu du 13 au 16 juin 2018 à l'hôtel Pullman. Son thème a été la sécurisation des affaires. La Direction générale des douanes et accises y a participé par son directeur général adjoint en charge de l'administration et finances, Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi, au nom du directeur général empêché de Yoruguiza Maguera. Son intervention dans l'après-midi du 15 juin a porté sur la législation et les procédures douanières. La semaine dernière, nous vous avons proposé l'essentiel de son exposé. Aujourd'hui, nous avons choisi les réponses de la deuxième personnalité de la douane congolaise aux questions de l'assistance. Jean-Louis Miaseka-Malouba et Étienne Kumba pour le reportage. L'exposé du directeur général adjoint des douanes, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, a été suivi de la séance des questions et réponses. Face au problème de la fraude, le responsable des douanes a été on ne peut plus clair. Il faudrait d'abord que vous sachiez qu'au sein de la Direction générale des douanes et accises, il y a la brigade douanière et de lutte contre la fraude. C'est celle-là la police de la douane. J'ai entendu M. Al qui parlait ici de la fraude. De plus en plus, on confond la fraude et la contrebande. Lorsqu'on a parlé de Lufu, on a parlé du Bitiongo Bila, on parle aussi des Kassombales, le plus souvent c'est la contrebande. La contrebande signifie que l'on fait passer la marchandise par des voies non autorisées ou sans déclaration de douane. Alors ce fait-là de contrebande est un fait de sécurité nationale qui ne relève pas simplement de l'administration de douane. Nous tous, nous sommes Congolais, nous sommes conscients, nous devons dénoncer des cas de fraude et de contrebande. Le fait est que lorsqu'on dénonce la part, on est soit complice, soit complaisant. Le rôle des douanes dans la politique commerciale et le développement de la RDC a été mis en exergue. Explication de Jean-Baptiste Nkongolo. Approchez-vous de votre administration, l'administration de douane, lorsque vous voulez importer dans le cadre des investissements. L'ANAPI, c'est l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous avez une ferme et que vous voulez importer des intrants, même un camion avec remorque pour votre ferme, il y a la loi agricole qui exonère. Vous voulez investir dans l'énergie électrique. Il y a la loi sur l'électricité qui exonère. Et donc, tous ceux qui veulent amener leur marchandise pour investir payent moins que ceux qui amènent des produits finis. Cette participation de la DGDA à la 5e édition de la Semaine française a été cruciale pour éclairer l'opinion comme l'assistance sur le rôle des douanes congolaises lors de ce forum qui avait pour thème la sécurisation des affaires, une nécessité, un défi. Et puis, sachez que la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs, sachets et autres emballages en plastique seront interdites en RDC à partir du 1er juillet de l'année en cours. Rappelé le vendredi 20 avril 2018 dans une conférence de presse à Kinshasa, le ministre de l'économie nationale Joseph Kapika, de l'industrie Marcel Léou et de l'environnement Ami Ambatobe. Ils avaient rappelé également que le moratoire devrait expirer au 30 juin 2018. Les trois ministres ont soutenu que cette mesure qui vise la protection de l'environnement et de l'écosystème sera de stricte application et ne souffrira d'aucune faille. Selon les sites internet des radios Okapi, l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des sacs, sachets et autres emballages en plastique a été décidée dans un décret signé le 30 décembre 2017 par le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze. La semaine a été marquée par la tenue de la première édition du Forum Expo Café
cacao au Kempinski Fleuve Congo Hôtel. Ces assises ont eu pour objectif de jeter les bases de la relance de ces deux cultures industrielles en RDC. Parmi les institutions qui ont participé à cette rencontre, on compte le Fonds de promotion de l'industrie FPI. Nous vous proposons un extrait du discours de son directeur général adjoint Boniface Kassembe sur l'apport de son institution dans le développement de ces deux filières. C'était le 18 juin 2018. Ce sont des propos recueillis par Jean-Louis Miasekwama Loubaki. Les FPI partagent les objectifs du gouvernement dans ces domaines et se sent concerné par la relance de la filière café-cacao. Nous sommes persuadés que la redynamisation de cette filière mérite d'être classée parmi les objectifs prioritaires pour le pays en raison de l'importance de sa contribution à l'atteinte d'une croissance inclusive. Rappelons ici que les interventions du Fonds de promotion de l'industrie visent le développement du secteur industriel, notamment de l'agro-industrie. À ce titre et conformément à sa mission, le FPI concourt au financement des projets de production de matières premières et autres biens d'approvisionnement destinés aux unités industrielles, projets industriels de transformation des ressources et production locale, projets industriels de production de biens concurrents aux produits importés, projet industriel de production de produits semi-finis et finis destinés aussi bien au marché local qu'à l'exportation. Les cafés et les cacao ont fait l'objet de plusieurs interventions de notre institution depuis plusieurs années. En effet, le FPI a financé près de 16 projets dans les filières café-cacao. La plupart de ces projets ont toutefois connu des difficultés en raison de l'absence d'un environnement porteur. Cependant, la nouvelle approche de financement fondée sur la chaîne de valeur adoptée par notre institution propose déjà une solution à ces difficultés et se présente d'ores et déjà comme piste de solution aux différentes recommandations qui sortiront de ces assises. Excellences, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le Président national de la Fédération des entreprises du Congo, Mesdames et Messieurs distingués invités, ce forum qui est placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, va permettre d'identifier les obstacles majeurs à la production, à la transformation, à la certification et à la commercialisation du café et du cacao, en vue de formuler des recommandations idoines pour la promotion et la compétitivité de ces produits. Le FPI, qui a pris une part active dans l'organisation de cette rencontre, s'engage non seulement à prendre en compte dans sa stratégie d'accompagnement financier de la filière toutes les recommandations et propositions qui seront issues de ce forum, mais aussi à mettre en application cette stratégie, c'est-à-dire d'accompagner les opérateurs du secteur café et cacao. Car une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Et une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu. Mais une vision suivie d'action peut changer le monde. Dixit Nelson Mandela. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'agriculture faisant partie des ressources naturelles durables, elle demeure une source intarissable de recettes au profit du compte général du Trésor public. Voici donc les différents actes générateurs des recettes non fiscales de l'État encadrés par
La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation DGRAD dans le secteur de l'agriculture, pêche et élevage. Muriel Makié-Seloutina pour la lecture de ces actes générateurs. Voici les actes générateurs de recettes non fiscales de l'État encadrés par la DGRAD dans les secteurs de l'agriculture, pêche et élevage. Taxe sur l'autorisation d'importation ou d'exportation. Cela concerne des végétaux, produits d'origine végétale, produits phytosanitaires ou intrants agricoles, d'animaux, des produits d'origine animale ou halieutique, alimentaires ou non alimentaires, des boissons alcooliques ou non alcooliques, des denrées alimentaires d'origine minérale, des produits vétérinaires et d'intrants d'élevage ou de pêche. Taxe à l'exportation sur la délivrance d'un certificat phytosanitaire ou d'origine. Taxe sur la mise en quarantaine aux postes frontaliers. Ceci concerne des végétaux, produits d'origine végétale et animaux. Taxe sur l'inspection sanitaire aux postes frontaliers de végétaux, produits d'origine végétale, produits phytosanitaires ou intrants agricoles, animaux, produits d'origine animale ou halieutique, alimentaires ou non alimentaires, des boissons alcooliques ou non alcooliques, des denrées alimentaires d'origine minérale, des produits vétérinaires, d'intrants d'élevage ou de pêche. Taxe sur l'autorisation d'ouverture d'une officine de vente d'intrants agricoles, d'intrants d'élevage ou de pêche ou des produits vétérinaires. Taxe sur l'acte de traitement phytosanitaire des végétaux. Taxe sur la destruction des denrées alimentaires périmées ou avariées aux postes frontaliers. Taxe sur l'agrément des professionnels privés en santé animale pour exercer une mission de services officiels, nationaux et étrangers. Taxe pour l'octroi des permis de pêche industrielle et semi-industrielle. Et enfin, taxe sur les permis d'exploitation du matériel de pêche placé dans les engins et embarcations. Autre chose à présent, près de 80 membres des organisations de la société civile ont participé à l'atelier de préparation au séminaire d'orientation budgétaire du 18 au 20 juin dernier à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Cette activité a eu lieu avec le soutien du comité d'orientation de la réforme de finances publiques COREF dans le cadre de son projet Profit Congo. Le détail avec Jean-Louis Miaseka Maloubaki. Avec une véritable expertise, les organisations de la société civile ont apporté leur contribution au séminaire d'orientation budgétaire 2019. Cet atelier a au départ des objectifs bien clairs. Le premier objectif, c'est renforcer les capacités des OSC dans la participation citoyenne ainsi que dans leur demande d'amélioration de la transparence et de la redevabilité dans la gouvernance des finances publiques en général et du budget de l'État en particulier. Le deuxième objectif, c'est faciliter une meilleure participation des OSC au débat sur les actions et les politiques publiques, ainsi que sur les différentes allocations préliminaires du gouvernement en recettes et en dépenses. Le troisième objectif, c'est améliorer qualitativement la contribution des OSC dans les processus d'élaboration du budget par les recommandations pertinentes et appropriées. Le quatrième objectif, c'est faciliter l'harmonisation des positions des différentes OSC de même thématique pour leur permettre de parler d'une même voix. Au cours de ces journées de formation, d'information, d'échange et de réflexion, voici les résultats attendus. Les résultats attendus sont les suivants. Les capacités des OSC sont renforcées en participation citoyenne dans les séminaires d'orientation budgétaire. Les OSC sont capables de faire une lecture et une exploitation appropriée du cadre budgétaire à moyen terme et autres documents budgétaires pertinents relatifs à l'orientation budgétaire. Et enfin, les OSC rendent cohérents leurs revendications dans les CBMT 2019-2021. Les travaux ont commencé par des exposés. C'est celui sur le cadre budgétaire à moyen terme qui a inauguré la série des séances de formation, d'information, d'échange. Les travaux en groupe selon plusieurs secteurs, à savoir globaux, de sécurité, l'agriculture, le développement rural, l'éducation, la santé, les infrastructures, ont débouché sur des propositions. 3 par thème de travail. Au terme de cet atelier, participants, organisateurs, aussi bien du côté de la société civile que du gouvernement, sont
unanime sur la qualité des travaux et surtout sur l'expertise acquise par la société civile. Et nous évoluons vers le bon sens, étant donné que la qualité même des extrants, notamment les rapports produits par la société civile, au terme de plusieurs séminaires d'orientation budgétaire qu'on a eu à organiser, la qualité augmente aussi. Nous nous rendons compte que de plus en plus, les recommandations qui sortent de nos travaux sont de plus en plus des recommandations de qualité. Ce partenariat gouvernement-société civile sur les questions budgétaires constitue une singularité congolaise en Afrique. Parce que beaucoup de pays africains nous envient. Nous, quand ils entendent dire « Ah, la société civile au Congo participe aux conférences budgétaires », ils sursautent. Mais enfin, c'est pas possible. La société civile fait part de ces observations aussi, tant aux représentants de l'État à travers les ministères du budget que les ministères sectoriels présents dans cet exercice. Donc c'est ça l'originalité qui jusque-là on ne retrouve pas dans la sous-région, même au-delà, en Afrique même un peu plus loin, au-delà du continent. Le choix de secteur, objet des propositions de la société civile, constitue les piliers du développement de la RDC, mais aussi de l'épanouissement des Congolais. Mais qu'est-ce qui a présidé à cette sélection? Nous avons parlé avec nos partenaires pour dire que nous souhaiterions nous focaliser sur ce secteur-là parce qu'il n'est pas possible d'embrasser tous les secteurs. D'abord, les moyens sont limités et puis sur le plan de l'expertise aussi, ça prendrait aussi beaucoup de temps. Et nous avons pris ce qui peut directement intéresser les citoyens, mais aussi le développement du pays. Le dialogue entre la société civile et le gouvernement est une chose louable, mais pour quelle finalité? La finalité de tout cela, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de construire une culture d'éco-décision. Donc une culture où l'État donne ses orientations, mais dans ces orientations, il voudrait aussi avoir l'écho, avoir ce que pense le point de vue de la population. Ce partenariat doit être poursuivi. Si le COREF, dans le cadre de son projet Profit Congo, le soutient, il doit être maintenu. Au fil des ans, ces partenariats s'améliorent, tant quantitativement que qualitativement. Et cette tendance pourra encore évoluer davantage si le COREF dispose d'une capacité d'intervention ou d'une capacité contributive plus importante. Fait marquant et positif, la représentation féminine a atteint cette année la parité. Alors que le pourcentage des femmes ayant pris part au séminaire d'orientation budgétaire de l'an passé était déjà à près de 30%, contre 8% enregistrés les années antérieures, pour les préparatifs en cours, la proportion des femmes impliquées avoisine les 50%. Après cet atelier qui fait l'unanimité par la qualité de ses travaux, cap vers le séminaire d'orientation budgétaire 2019. Non, d'abord dans un esprit d'unité, parce que la société civile va parler d'une même voix, donc ça ne sera plus de la cacophonie, chacun venant présenter ce qui lui semble bon. Seul le budget 2019, dans ses rubriques, déterminera à coup sûr et à suffisance si le gouvernement a pris en compte les desiderata de la société civile. Ce dimanche 24 juin 2018, la Commission électorale nationale indépendante CENI a débuté les opérations de réception des candidatures pour les élections provinciales 2018. En début de la non-organisation des élections en 2016, la Direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et des participations DGRAD a enregistré la somme de 3,137 milliards de francs congolais au titre de frais de dépôt de candidatures de députés provinciaux sur l'ensemble du territoire national. Au regard de ce fait, la DGRAD suggère pour les élections devant être organisées en 2018, entre autres le remboursement de frais aux partis politiques et aux indépendants concernés sur présentation de preuves de paiement certifiées par la DGRAD. Pour donner de la couleur à vos rêves et célébrations, pour vos travaux d'impression haute définition, une seule référence, Gradeco, aux nouvelles galeries présidentielles locales 16, entrée du côté ambassade de Chine. En ce moment en promotion, polo d'anniversaire, polo de mobilisation de masse, tasses, stylos imprimés.
Hâtez-vous, stock limité, Gradeco, bien plus qu'imprimé. Combattre la corruption dans les institutions publiques avec la participation des parties prenantes et la promotion du leadership éthique en vue de réaliser les objectifs de l'agenda 2063 et les objectifs de développement durable ODD, c'est le thème au centre de la journée africaine de la fonction publique à Kinshasa. Une manifestation a été organisée le samedi 23 juin à l'immeuble du gouvernement par le ministère de la fonction publique avec la participation de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle OCEP. Ruben Mayoni Tsiakiyunga, Céline Bumba, Angelani. 23 juin de chaque année, une occasion pour l'administration publique africaine de s'arrêter un moment et ainsi évaluer les avancées réalisées et ce qui reste à accomplir pour mettre la fonction publique au service du développement. L'Union africaine l'a bien compris pour instaurer cette journée placée cette année sous le thème « Combattre la corruption dans les institutions publiques avec la participation de toutes les parties prenantes et la promotion du leadership éthique en vue de réaliser les objectifs de l'agenda 2063 et les objectifs de développement durable ». Le ministère congolais de la fonction publique entend prendre le taureau par les cornes pour s'attaquer à ce monstre à plusieurs têtes qui gangrène la société congolaise, la corruption. Raison de l'implication de l'Observatoire des surveillances de la corruption et de l'éthique professionnelle OCEP, dont le directeur général s'est réjoui de la tenue prochaine d'un sommet des chefs d'État pour parler de la lutte contre la corruption à l'échelle du continent. La lutte contre la corruption doit changer de cadre. Elle est d'abord la volonté politique des dirigeants africains, mais il semble être surtout l'apanage des experts à la matière. Seuls se rencontrent, ils abordent et ils proposent des résolutions qui ne sont pas du tout appliquées parce que la volonté y est, mais les soucis de chefs d'État de faire de la lutte contre la corruption semblaient encore un peu déficitaires sur le plan du continent. Nous avons demandé qu'il y ait un sommet de lutte contre la corruption. Un sommet des chefs d'État au cours duquel la question de lutte contre la corruption sera réexaminée par les responsables des nations. Et ce sommet se tient à la veille du sommet des chefs d'État africains sur la lutte contre la corruption qui aura lieu, premier sommet s'il vous plaît, à Nouakchott, en Mauritanie, suite à la recommandation de la RDC. La lutte contre la corruption revêt une obligation de transparence dans la gestion de la chose publique et de la redevabilité, la corruption étant l'un des grands mots qui ronge la RDC, a indiqué le ministre d'État et ministre de la fonction publique, Michel Bongongo. Des mesures appropriées sont en train d'être prises pour éradiquer ce fléau, a-t-il souligné. Combattre la corruption dans les institutions publiques avec la participation des parties prenantes et la promotion du leadership éthique en vue de réaliser les objectifs de l'agenda 2063 et les objectifs de développement durable exige de nous tous une abnégation sans faille sur le chemin de l'atteinte des objectifs de développement que nous nous sommes fixés. Plusieurs défis se présenteront à nous. Seule notre capacité à construire un consensus sur les grandes orientations de nos réformes nous permettra d'y parvenir. La célébration de cette journée fait suite à l'appel lancé par l'Union africaine début janvier 2018 en marge de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui a reconnu que la corruption freine le développement de la culture universelle, de la bonne gouvernance, de l'égalité des sexes,
du respect des droits de l'homme, de la justice et l'état de droit. En outre, l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, dans son objectif 16, appelle chaque pays à promouvoir et développer les institutions responsables et inclusives à tous les niveaux, notamment en réduisant la corruption, vœu du président nigérian Mamadou Buhari. Pour coller l'utile à l'agréable à l'occasion de cette journée, une scénette a été jouée par la troupe de l'OCEP pour montrer la nécessité de lutter contre la corruption et d'autres antivaleurs et ainsi promouvoir la bonne gouvernance. La cérémonie a été rehaussée de la présence du conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et la corruption, Emmanuel Luzolo-Bambi. Voilà qui nous amène à découvrir le nom de cet organisme qui aide des nouvelles entreprises à démarrer leurs activités avec des conseils, des locaux ou autres services. Dans le cadre de notre rubrique mots économiques du jour, Jean-Louis Miaseko Maloubaki nous amène à la compréhension du mot pépinière d'entreprise. Une pépinière d'entreprise est une structure d'hébergement dédiée aux entreprises en herbe venant de créer leur structure. Elle propose, pour un coût attractif, un espace de travail avec bureaux, salles de réunion, des locaux d'activité, de stockage, des espaces de détente et de restauration, etc. Des services, réception, accueil téléphonique, gestion de courrier, réprographie, etc. Et un accompagnement personnalisé, conseil, formation, recrutement, intégration dans les réseaux économiques, etc. Les pépinières d'entreprise peuvent être généralistes ou sectorielles. En clair, la pépinière offre aux jeunes entreprises un mobilier adapté à l'activité, des équipements et services partagés permettant une réduction des charges, un soutien aux porteurs de projets et aux créateurs d'entreprises, un réseau de partenaires facilitant l'insertion du créateur d'entreprise dans le tissu économique. Le but ultime de la pépinière est la professionnalisation de la jeune entreprise et de son créateur, ainsi que son autonomisation. En sortant de la pépinière, elle doit voler de ses propres ailes. On parle également d'hôtel d'entreprise. Il s'agit d'un dispositif complémentaire à celui des pépinières d'entreprise. L'hôtel d'entreprise propose aux entreprises déjà viables, âgées de 2 ans au moins et non éligibles à la pépinière, un hébergement et des services partagés. Le bail contracté avec l'hôtel d'entreprise peut être conclu pour une période de 3 ou 6, voire 9 ans. L'actualité reste également dominée par la Coupe du Monde Russie 2018 où le continent africain a ses représentants. La rédaction de l'agence Galaxy Media s'est intéressée sur les salaires des entraîneurs de sélections africaines. En tête, on retrouve les sélectionneurs du Maroc, le français Hervé Renard, avec un revenu mensuel de 80 000 €. À la deuxième place, il y a l'Argentin Hector Cooper, le coach des Pharaons d'Égypte, qui a un salaire mensuel de 53 000 €. L'Allemand Gernot Rohr du Nigeria vient à la troisième position avec un revenu de 38 000 € par mois. À la quatrième place, l'entraîneur des Aigles du Carthage de la Tunisie, le Tunisien Nabil Maloul, qui a un salaire mensuel de 23 000 €. Et le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé, le seul entraîneur noir de ce mondial Russie 2018, ferme la manche avec un revenu de 13 300 € par mois. Curieusement, ce sont les sélections africaines entraînées par les coachs le mieux payés qui ont prématurément été éliminés de cette phase finale de la Coupe du Monde Russie 2018. L'Union européenne exerce depuis ce week-end des mesures de rétorsion sur les produits américains devant entrer sur le marché de l'Union européenne. Auteur de ces mesures, 6,4 milliards d'euros. Selon des médias européens, Bruxelles, comme capitale de l'Union européenne, va exercer d'abord ses droits sur les biens américains pour une valeur de 2,8 milliards d'euros. Différents produits sont visés par la décision européenne. L'on cite des produits agricoles comme le riz, le maïs, le tabac et d'autres, mais aussi l'acier de véhicules, motos, bateaux ou encore du textile. D'après des sources, les rééquilibrages sur les 3,6 milliards d'euros restants
aura lieu soit dans 3 ans, soit après une éventuelle victoire des Européens dans leur recours devant l'OMC. Ces nouvelles taxes sont entrées en vigueur le vendredi 22 juin 2018. Elles se veulent la réponse des Européens aux taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium imposées par les États-Unis à la plupart des pays du monde. Outre le pays de l'Union européenne, les sanctions américaines frappent aussi le Canada, le Mexique et la Chine. Bruxelles a déposé une plainte contre Washington à l'Organisation mondiale du commerce. Les objectifs de développement durable coûtent cher. Leur mise en œuvre, affirment des experts, représente environ 7 000 milliards de dollars américains d'ici 2030. Des entreprises françaises et d'ailleurs, indique le quotidien économique Les Échos, sont entrées dans les instances onusiennes de concertation sur les grands enjeux environnementaux, mais également dans les enjeux sociétaux, conditions de travail décentes, anticorruption, etc. Le PDG de l'entreprise Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire, a été nommé mercredi à New York membre du board du Global Compact, le plus large réseau d'entreprises engagées dans la responsabilité sociale. Son arrivée, soutiennent des médias outre-Atlantique, doit imprimer un nouvel élan à ces réseaux. Jetons un regard sur le comportement des prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux grands marchés de la ville de Kinshasa au samedi 23 juin 2018. Philo Choleba-Pek. Malgré l'apparente stabilité du taux d'échange sur les marchés, les paniers de la ménagère, lui, continuent de subir un coup dur. Sur les marchés, le prix des biens et services demeure volatile. Si les prix de certains produits sont en hausse, d'autres par contre gardent leur prix il y a une semaine. Concernant l'huile végétale, un bidon de 10 litres coûte 24 500 francs congolais au marché de la Liberté dans la commune de Massina, tandis qu'au marché central, il se vend à 26 000 francs congolais, 25 000 francs congolais au marché Zigida et 25 400 francs congolais au marché Gambela. Pour ce qui est du poisson chinchard, communément appelé mpiodi, au marché de la Liberté, les prix d'un carton de 30 kg 20 plus a connu une hausse. Il est passé de 109 000 francs congolais à 117 000 francs congolais. Cette semaine qui vient de se clôturer. Même constat au marché central où les prix du même carton, cette fois-là, est passé de 110 000 francs congolais à 113 000 francs congolais. Au marché Zigida, par contre, le prix est resté stable, soit 112 000 francs congolais. Enfin, au marché Gambela, le même carton l'impiodi se vend actuellement à 110 600 francs congolais, soit une augmentation de 600 francs congolais par rapport à la semaine dernière. Quant à la viande, le prix du carton TS de 20 kg a connu une baisse. Il est passé de 186 000 francs congolais à 181 000 francs congolais, 5 000 francs congolais de différence par rapport à la semaine passée. Nous sommes là au marché de la Liberté. Hausse par contre au marché central où le prix du même produit est passé de 182 000 francs congolais à 182 700 francs congolais, soit 700 francs congolais de plus. Les constats est quasiment les mêmes au marché Zigida où le prix est passé de 198 000 francs congolais la semaine dernière à 181 500 francs congolais cette semaine qui vient de se clôturer. Du côté des produits secs, le prix d'un écolo de maïs, ces fameux gros écolos spécificités de ces centres de transaction, a connu une hausse. Il est passé de 3 000 francs congolais à 3 200 francs congolais, provenance du maïs Massimanimba dans l'ex-Bandundu. Au marché central, par contre, un écolo de maïs qui coûtait 800 francs congolais à 900 francs congolais se vend actuellement à 1000 francs congolais. Au marché Zigida, ce même écolo coûte présentement 1100 francs congolais et au marché Gambela, le prix est resté stable, soit 1000 francs congolais. Bouclons cette vase de prix avec le sucre au marché de la Liberté. Un sac de 50 kg produit à Kwilungongo coûte actuellement 67 600 francs congolais. Au marché central, les prix du même sac se négocient à 69 200 francs congolais. Au marché Zigida, il se vend
à 71 500 francs congolais, tandis qu'au marché Gambela, il coûte 90 300 francs congolais. Voilà donc les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 23 juin 2018 sur les principaux grands marchés de Kinshasa, la capitale de la RDC. En rapport justement avec l'évolution des prix sur le marché, voyons c'est que l'Institut national de la statistique INES a publié comme info sur l'indice de l'inflation hebdomadaire du 18 au 23 juin 2018. Le point avec Muriel Makessé Loutina. L'inflation hebdomadaire du 18 au 23 juin 2018 est de 0,021% au niveau national et 0,022% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 5,167% au niveau national et 5,301% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 11,047% au niveau national et 11,342% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 36,818% au niveau national et 33,323% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix de poissons, de certains légumes, des services de restauration et hôtels. On prend à présent les nouvelles de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 23 juin 2018. Le pétrole a clôturé la semaine au vert. À Londres, le baril de l'or noir s'est négocié à 75,70 dollars américains, soit une hausse de 3,13%, et à New York à 69,20 dollars américains, soit une augmentation de 4,94%. Baisse par contre pour le cuivre qui a terminé la semaine au rouge en se négociant à 6 788,75 dollars américains la tonne métrique, soit une diminution évaluée à 0,63%. Pendant que le prix du cobalt est resté inchangé à 80 000 dollars américains la tonne. Moins 0,08% pour le cours de l'or négocié à 1267,40 dollars américains l'once. Côté principaux produits céréaliers, la tendance générale est haussière, en commençant par le maïs dont la tonne s'est vendue à 357 dollars américains, soit une hausse de 1,06%. Le cours du riz a aussi terminé la semaine en hausse de 2,52%, en se négociant à 12,64 dollars américains la tonne, plus 2,40% pour le blé dont la tonne s'est négociée à 490 dollars américains, le tout au deuxième fixing du samedi 23 juin 2018. Taux de change à présent, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 22 juin 2018 1 dollar américain à 1624,74 francs congolais, tandis qu'un euro était à 1881,99 francs congolais, un franc CFA à 2,8 francs congolais. Pendant qu'au samedi 23 juin 2018, au parallèle, le taux était à 1620 francs congolais les billets verts dans la plupart des communes de la capitale, avec comme pic 1640 francs congolais au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, les billets verts s'échangeaient à 1600 francs congolais. À l'intérieur du pays, particulièrement à Kikwit, dans la province du Kwilu, le roi dollar pouvait s'obtenir à 1600 francs congolais. Pareil, à Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental, la devise américaine s'est négociée à 1610 francs congolais. À Chikapa, dans la province du Kasaï, et 1624 francs congolais à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. À Bouende, dans la province de la Chuapa, 1 dollar américain pouvait s'obtenir à 1625 francs congolais, pendant qu'à Kolwezi, dans le Lualaba, la monnaie du pays de l'oncle Sam pouvait s'obtenir à 1630 francs congolais. Enfin, le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé à Bunia, dans la province d'Ituri, où le dollar américain s'est négocié à 1635 francs congolais.
Avec Africa Panorama, suivez en temps réel tout le parcours de votre véhicule. Avant de boucler cette émission, je vous convie à découvrir le sujet développé par les Chevaliers de la Plume à travers la revue de la presse hebdomadaire, spécialement en matière d'écofine et de développement dans une sélection et commentaires de Fabien Louboulou Bakayak. Ouvrons cette revue de presse par Géopolis Hebdo qui, dans sa rubrique économie, s'est fait l'écho du forum Expo Café Cacao tenu à Kinshasa du 18 au 20 juin courant sur le thème Amélioration du climat des affaires dans ces filières en RDC, enjeux, défis, contraintes et opportunités. Les choix portés sur la filière café-cacao se justifient dans la mesure où la RDC, jadis comptée parmi les grands producteurs et exportateurs de ces deux produits, a perdu depuis des décennies sa place et sa production ne fait que baisser. Mais pour redorer son blason, affirme cette tri hebdomadaire, des pistes ont été dégagées pour relancer la culture du café et du cacao, en améliorer la productivité, mais aussi assurer les exportations dans l'intérêt du pays. Afin que les recommandations idoines sorties de ces états généraux ne demeurent pas lettres mortes, les gouvernements et la FEC doivent s'en approprier, les défendre partout, mais aussi mettre tout en œuvre pour qu'elles soient appliquées. Ainsi, on évitera ce que déplore le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Claude Nyamugabo, qui a dit à l'issue de la 4e édition des Saveurs du Kivu à Bukavu que 80% de l'exportation du café produit dans sa province échappe au contrôle de l'État et sont passés par la fraude vers les pays voisins. Pour sa part, Bonne Gouvernance révèle que les signaux de l'économie nationale sont au vert, selon les chiffres donnés par les comités des politiques monétaires de la Banque centrale du Congo pour le mois de mai 2018. À en croire l'Institut d'émission cité par l'hebdomadaire Bonne Gouvernance, l'exécution du budget en devise fin mai 2018 s'est soldée par un excédent mensuel de 21,5 millions de dollars. En cumul annuel, il s'observe une augmentation nette des devises de 344,28 millions de dollars américains. Les réserves internationales en devises se portent donc à 1,188 milliards de dollars. Le nombre de semaines d'importation des biens et services sur ressources propres s'élève par conséquent en 5 semaines. Ces chiffres positifs concernent également la stabilité du taux d'échange, les finances publiques qui ont enregistré un solde excédentaire de 33,8 milliards de francs congolais contre un déficit programmé de 45,6 milliards de francs congolais, ainsi que les cours des principales matières premières exportées par la RDC. Ainsi, il appartient au gouvernement central de la RDC et aux services habilités à maintenir les cap. Le gouvernement central, ajoute le journal, a intérêt à accélérer la mise en œuvre des mesures structurelles en vue de favoriser la diversification de l'économie congolaise, gage de la consolidation de la stabilité macroéconomique. L'hebdomadaire La Vie économique, dans sa page intérieure, indique que le nouveau code minier est toujours boudé par les géants du secteur. Et pourtant, ce nouveau cadre légal se présente pour les experts comme une correction de l'ancien qui apparemment avait sacrifié l'État pour donner la part belle aux investisseurs miniers. Et de s'interroger, au-delà du nouveau code minier, est-on capable de combattre la fraude, la sous-évaluation et la corruption dans le secteur? Et La Vie économique est de conclure que même si on appliquait le nouveau code minier, l'État ne rentrerait pas totalement dans ses droits si la fraude, la sous-évaluation et la corruption n'étaient pas éradiquées, tout en luttant pour l'exécution du code minier. Les autorités devraient avoir aussi la même hargne pour lutter sérieusement contre ces fléaux qui ont comme reflet l'enrichissement illicite des agents et mandataires de l'État au détriment du trésor public. Merci à tous et à la semaine prochaine. Ce numéro du magazine Fiscalité et Développement touche ainsi à sa fin. Merci pour votre aimable attention et surtout à vous. Suivi à partir de Matadi, nous sommes là dans la province du Congo central.